avant de commencer, je tiens à remercier les représentants des missions diplomatiques, des organisations internationales, des corps constitués et des ONG présents aujourd'hui. Évidemment, je ne peux pas ouvrir cette conférence sans vous dire deux mots sur l'Observatoire géostratégique de Genève que nous avons lancé il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Je crois qu'il est important de rappeler ici, dans cette enceinte académique, l'esprit qui gouverne ce projet collectif. Avant tout, il s'agit de comprendre les changements qui agitent le monde en portant un regard qui s'affranchit des stéréotypes et des jugements et analyses un peu trop ethnocentrés. Être à Genève nous impose de cultiver l'esprit de Genève. Notre credo est donc l'écoute, l'ouverture et la tolérance. L'Observatoire se tient à l'écart des postures idéologiques et politiques. Les opinions qui peuvent s'exprimer lors de ces travaux n'engagent que leurs auteurs. J'ajoute que mes propres opinions exprimées en dehors de l'Observatoire n'engagent également que moi et pas le projet collectif que je sers. En revanche, l'intolérance, le non-respect de l'autre et de ses différences n'y ont pas leur place. La recherche de la diversité a une grande importance. Nos travaux aussi sont placés sous le sceau de la diversité, avec des conférences publiques, des réunions de travail à huis clos, la publication d'études et d'une lettre diplomatique. À la réception de l'invitation pour la réunion d'aujourd'hui, certains se sont étonnés, ont même regretté qu'une traduction simultanée en anglais ne soit pas prévue. Je vais peut-être faire une réponse qui va choquer, mais je crois qu'elle est partagée par une grande partie de l'équipe qui travaille avec moi. Ce choix est un choix de résistance. Le français est l'une des 6 langues officielles de l'ONU. Elle est de moins en moins utilisée dans les enceintes onusiennes. Par ailleurs, la majeure partie des études et travaux dans le domaine de la géopolitique et de l'analyse des phénomènes contemporains sont publiés en anglais. J'ai beaucoup parlé de diversité, le choix de la langue en fait partie. Nous sommes un réseau d'analyse francophone qui assume pleinement sa spécificité. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de nouer une série de partenariats avec d'autres instituts au Canada, en Afrique, au Maghreb, mais également en Asie. Il me reste, avant d'ouvrir cette conférence, à remercier les participants. D'abord Alain Juillet, ancien directeur du renseignement de la DGSE, qui porte un regard aiguisé sur ce qui se passe dans le monde. Je vous recommande d'aller faire un tour sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Open Box TV. Merci également à Paul Kananoura, président de l'Institut Mandela, spécialiste en géostratégie, géopolitique et gouvernance. C'est un membre très actif de la société civile qui est réputé pour ses analyses. Merci enfin à Rémi Bauduit, politologue, professeur au département de sciences politiques et relations internationales à l'Université de Genève. C'est lui qui va ouvrir cette conférence consacrée au Sahel avec un propos introductif. Enfin, avant de lui céder la parole, je souhaite remercier les 2 personnes qui m'épaulent activement depuis plusieurs semaines, Imen Chambi et Ventislav Sabev. L'Observatoire géostratégique de Genève, c'est aujourd'hui une grosse équipe. Je ne vais pas citer tout le monde. Je vais tout de même saluer et remercier Frédéric Esposito, qui dirige le Global Studies Institute et préside notre association. Merci également à ceux qui nous ont soutenus depuis le départ. Je pense au cabinet privé de conseil, le cabinet de relations publiques que dirige Philippe Hébérard à Genève. Merci également aux amis qui ont cru en ce projet dès le départ. Merci aux étudiants qui m'ont aidé cette fois-ci et les fois précédentes pour l'organisation. Et je vous souhaite une très bonne conférence. Bonjour à tout le monde et merci de votre présence. Donc, je voudrais introduire le sujet d'aujourd'hui avec quelques éléments, au fond, qui peut-être nous retrouverons ensuite dans le débat ou peut-être disparaîtront, mais m'apparaissent intéressants. Alors, je le ferai évidemment par rapport à ce que a dit Alain de façon très centrée, puisque bien évidemment, si je parle du Sahel, si on parle du Sahel, on parle évidemment de la question de la France dans sa relation avec les États africains et dans effectivement l'évolution du Sahel aujourd'hui. Un petit mot d'introduction pour dire quand même qu'en 70 ans, nous sommes passés je dirais, de Caraïbes en Scylla, mais Caraïbes, je le prends au sens positif, c'est-à-dire effectivement que ce que l'on retient de l'Afrique, c'est de l'Afrique, enfin, de ce qu'elle nous a donné. Hein. Là, je dis bien ce que l'Afrique a donné à la France. C'est quand même dans les années 40-45, je dirais, la capacité à résister à l'oppression allemande. On part de ce point fondamental. Hein, là, le destin africain ou la capacité de l'Afrique à avoir aidé la communauté libre, au fond, pour reconquérir l'Europe de liberté, est à l'essence même de la relation.
Mais évidemment, si on parle aujourd'hui de l'Afrique, les mots qui nous viennent sont des mots très compliqués. Je citerai les auteurs. Au fond, il y a eu un débat en France, même pas que francophone d'ailleurs, sur ce que certains ont appelé le Sahélistan. Sahélistan, c'est quand même un mot très très fort qui nous ramène au fond à l'idée peut-être que ce qui se passe au Sahel est de l'ordre de ce qui s'est passé en Afghanistan, c'est-à-dire un ensemble de phénomènes que l'on a bien connus à partir autour du 11 septembre, bien évidemment, qui sont, je les cite très rapidement, qui sont l'effondrement socio-économique d'une région, qui est évidemment l'enlisement dans des conflits asymétriques, la montée en puissance des conflits asymétriques, une internationalisation des acteurs à la fois de l'insécurité et de la sécurité, on pourrait y revenir là-dessus, des transformations géopolitiques majeures avec des acteurs nouveaux, un déclassement d'une certaine façon de la puissance européenne et un déclassement de la France au Sahel, et peut-être aussi, j'allais dire, des victoires militaires entre guillemets à la Pyrrhus, mais qui recouvrent, parce qu'on les connaît maintenant, des échecs politiques importants. Et la France accusée au fond d'être un pays protectorat qui n'a jamais su s'émanciper au fond de la phase de colonisation. Donc, si je dis ça, c'est pour que, au fond, restituer dans le débat d'aujourd'hui dans une perspective très large. Je fais exprès, je suis universitaire, je suis historien, c'est mon job, de venir le restituer, non pas dans une contemporanéité, mais plutôt de situer la contemporanéité dans une dimension excessivement forte. Et je le situe à plusieurs niveaux qui sont effectivement débattus par les historiens, on pourrait dire. D'abord, l'Afrique libérée. Qu'est-ce qui se passe entre 44 et 50 C'est-à-dire effectivement un rêve africain d'émancipation que la France ne peut pas donner et que n'accepte pas de donner, avec des répressions militaires importantes. Une guerre froide, au fond, qui masque ou qui révèle, j'allais dire, un avantage, je dirais, de la France en matière économique, avec effectivement un maintien d'une forme de clientélisme et de sous-développement en Afrique, avec des personnes ambiguës sur lesquelles il faudrait retravailler aujourd'hui, comme je pense évidemment aux années Focard, sur lesquelles il y a beaucoup de choses à dire, mais peut-être des bêtises ont été écrites, et ce que certains ont appelé aussi une politique africaniste de l'arrière-cuisine, c'est-à-dire effectivement que ce sont les officines à Paris, ou les ministères à Paris, ou les administrations, qui finissent par définir des politiques, et qui sont des politiques erratiques, qui consistent d'abord à essayer d'empêcher le marxisme de s'installer en Afrique, et de soutenir des régimes ou des dictateurs ou des personnalités plus ou moins recommandables. Je pense notamment là, dans ce cas précis, à Bokassa. Alors, avec la chute du mur de Berlin, je vais arrêter très vite, juste pour recadrer un peu les choses, c'est-à-dire qu'effectivement, l'espoir africain, c'est l'espoir d'une liberté, puisque cette liberté est définie, au fond, comme étant l'axe de la fin de la guerre froide. On imagine effectivement une Afrique qui peut se libérer de ses chaînes, comme le montre très bien, je dirais, l'Afrique de Mandela. Et là, c'est ce qu'on s'aperçoit encore, toujours de maintien des situations de rente acquise, et puis des contresens absolus. Je citerai juste dans des contextes difficiles, qu'avec l'épidémie du sida notamment, mais je pense évidemment à la guerre du Rwanda, plutôt au génocide du Rwanda et à la position française sur le génocide en Rwanda. Alors, après le 11 septembre, on continue la désescalade, j'allais dire, paupérisation du continent africain, hyperpuissance liée effectivement à la globalisation, c'est-à-dire la perte de tous les éléments qui fondent l'État social, le welfare state, perte de puissance symbolique progressive de la France ici en Afrique noire, et petit à petit ce qu'on appelle, certains ont appelé une économie informelle, que certains auteurs qualifient, je trouve l'expression bonne, comme une antichambre de la guerre civile et de l'inégalité territoriale qui se met en place. Donc tout ceci, au fond, nous fait aboutir dans ces années 90, effectivement, à la montée de la violence. Alors la violence, on y reviendra, parce qu'elle est au cœur de notre sujet, une violence composite, une violence complexe, une violence qui peut être à la fois terrorisme, mais qui peut être à la fois effectivement de la prédation, simplement du crime organisé, et effectivement d'une certaine façon une France qui n'assure plus sa relation, enfin la qualité d'une relation, l'ayant en partie abandonné l'Afrique en termes d'aide au développement, mais aussi face au projet de la construction européenne. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un espace ouvert
complètement ouvert, avec des tensions multiples, avec des déflations, ce que moi j'appelle des déflations spatiales et territoriales, avec de la criminalité organisée, avec des réseaux de drogue aussi, et effectivement des tensions multiples qui expliquent l'émergence ou la consolidation du groupe armé djihadiste Boko Haram, criminalité organisée, milices et groupes d'autodéfense qui deviennent aussi des propres communautés de pouvoir pour assurer leur sécurité. Donc ça se traduit évidemment par un manque de volonté politique des partis sur le terrain pour venir discuter et un refus de se désarmer, comme on a pu le voir dans différents cas. Donc une situation gravissime, alarmante au fond, qui s'est produite, je dirais, dans une temporalité excessivement rapide, puisque ce que je vous raconte, ça s'est passé entre 1950 et 2020. Donc ça fait que 70 ans de dégradation sur lesquels aujourd'hui les acteurs semblent relativement impuissants à pouvoir définir des solutions qui soient effectivement en lien avec les préoccupations des acteurs locaux. Voilà, je m'arrête là. Je donne la parole. On donne la parole à Alain Juillet. Merci, cher professeur. Merci Alain Jourdan de m'avoir invité pour participer à cette réunion, parce que je trouve le thème intéressant, c'est vrai. Mais par contre, je dois vous préciser quand même, vu un peu le titre, un de mes titres de mon passé, que je parle bien entendu ici à titre personnel, que toute comparaison avec ce que peut penser mon ancien service serait évidemment erronée. Après le cadrage rapide qui vient d'être fait, je crois on va aller un peu plus loin pour voir un petit peu comment, effectivement, cette zone du Sahel est devenue l'épicentre du terrorisme international aujourd'hui, qui est le thème de notre réunion. Quand vous regardez l'histoire, on voit que, à l'époque qu'on peut appeler coloniale, et même après, après l'indépendance de tous les pays concernés, il y a, si on regarde, on a une zone, l'Afrique du Nord, le Maghreb, qui est une zone dans laquelle la population est musulmane, avec quelques différences entre l'islam malékite des Marocains et les autres approches de l'islam, mais l'islam est la religion de la zone. Quand on descend, après les trois pays du Nord, quand on descend sur l'Afrique centrale, car le Sénégal, le Mali, et on va vers la Côte d'Ivoire, vers le Gabon. C'est un mélange de religions animistes et de religions chrétiennes par les missionnaires qui se sont succédés. Et alors on a cette partie, et ce sont des régions riches, parce que la population peut vivre grâce à je dirais, le foisonnement agricole dans la zone. Et puis vous avez cette zone sahélienne, cette bande sahélienne au milieu, avec la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, et je voudrais pas qu'on oublie le Soudan, et bien sûr derrière après c'est la Somalie. Et dans cette zone sahélienne, la situation n'est pas du tout comparable à ce qu'il y a au nord et au sud, parce que suite aux frontières qui ont été imposées par le colonisateur, il faut surtout pas l'oublier, on a coupé ces zones selon des règles qui ne correspondent pas à la problématique ethnique et sociale de cette région. Quand vous prenez, je parle surtout pour le Mali, le Niger et un peu le Tchad. Et puis derrière, on parlera après du Soudan et de la Mauritanie. Quand vous regardez le Mali, le Niger ou le Tchad, au sud, vous avez une population africaine qui est issue de différentes tribus, et qui a l'habitude qui a souffert pendant 1000 ans et plus des descentes des guerriers du Nord qui, eux, n'ayant pas à manger dans la zone sahélienne nord, dans le désert, n'ayant pas beaucoup pour se nourrir, descendaient régulièrement au sud, on appelait ça des redzous, ils descendaient régulièrement au sud pour prendre de la nourriture, prendre les richesses qui existaient et prendre aussi des gens pour les faire travailler chez eux. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc on a eu, en définitive, dans l'histoire collective du Mali, du Niger et aussi du Tchad, mais je vous dis c'est moins marqué,
on a eu ces populations du Sud qui n'oublient toujours pas aujourd'hui que pendant 1000 ans, ils se sont fait rasier par les gens du Nord. Et quand on a créé ces États, les gens du Nord n'ont pas compris que eux, qui sont des populations nomades, qui se déplacent avec leurs troupeaux, et qui vivent dans des conditions misérables, on puisse les associer à des gens avec qui ils n'avaient pratiquement rien à voir. Et c'est tout le problème qui s'est créé et qui s'est développé et auquel nous sommes encore confrontés aujourd'hui. Quand vous regardez ce qui s'est passé après, du moins après l'indépendance de ces pays, eh bien on a assisté au nord, au Niger et au nord Mali, surtout au Niger à l'époque, dans les années 90, à une rébellion armée qui était à l'époque dirigée par un garçon qui s'appelait Mano Dayak, un chef touareg qui s'appelait Mano Dayak et qui était assisté par d'autres, dont maintenant le célèbre Iyad al-Ghali, mais qui n'était pas encore un grand chef. À cette époque-là, leur but était quoi? C'était qu'on reconnaisse l'autonomie de la partie nord du Mali ou du Niger, parce qu'ils considéraient que les dirigeants, qui tous étaient des gens du Sud, ne leur apportaient pas l'aide nécessaire pour qu'ils puissent s'en sortir. En réalité, et c'est vrai, il y avait les gens du Sud profitaient de tous les avantages, y compris ceux donnés par la puissance qui les avait colonisés un certain temps avant. Ils profitaient de tous les avantages et rien ne remontait au nord. Ça allait au point où, par exemple, quand il y avait les mines d'uranium à Arlit, les mines d'uranium d'Areva, de la société française Areva, les gens avaient commencé à faire des attentats terroristes en mettant des bombes sur les routes, en disant il y en a assez qu'Areva donne des royalties au pouvoir central qui les garde pour lui, et qu'on n'ait rien au niveau de dispensaires, au niveau d'écoles, au niveau de centres postaux et autres dans le Nord. Et là, on a le premier point essentiel, si vous voulez. C'est-à-dire que les gens du Nord voulaient absolument qu'on leur donne au minimum l'autonomie, en disant qu'on aurait dû leur donner l'indépendance. Et les gens du Sud, évidemment, en souvenir de tout ce qui s'était passé, ils n'avaient aucune envie de tendre la main à ceux du Nord. Néanmoins, cette situation était quand même, à part les troubles qu'il y a eu en 90, était à peu près contrôlée. Au Niger, les derniers présidents successifs ont eu l'intelligence, parce qu'il faut le dire, de comprendre que pour trouver une solution, il fallait intégrer dans l'armée les guerriers, parce que les guerriers, ils ne sont pas au sud dans ces pays-là. Les guerriers, c'est les gars du nord, c'est les Touaregs, c'est les Peuls, les autres, on y reviendra. Donc il fallait intégrer les gens du nord dans l'armée, il fallait leur donner des postes comme ministres pour véritablement les intégrer dans le pays. Alors c'est ce qu'a fait le Niger, il a réussi à considérablement diminuer les tensions avec le nord, alors que le président malien refusait obstinément toute relation avec les gens du Nord. Alors, je vous dis ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on commence à entrevoir ce qui a pu se passer derrière. Après la chute de Kadhafi en Libye, les gardes du corps, la garde prétorienne de Kadhafi, c'était pas des Libyens. Kadhafi avait comme garde prétorienne, à part les Amazones, vous savez qu'il avait une quinzaine de femmes redoutables et remarquables qui assuraient sa sécurité. Mais en dehors de ça, il y avait une garde prétorienne qui était composée pratiquement exclusivement de Touaregs du Sud. Parce qu'il avait confiance dans les Touaregs du Sud. Parce qu'il savait qu'un, ils savaient se battre, et deux, ils étaient loyaux. Donc, quand Kadhafi est tombé, ces gens-là, qui étaient vomis comme normal, c'est normal, par la population, et surtout dans le cadre de ce qui se passait de la révolution libyenne, et qui étaient rejetés par tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par aller dans les arsenaux militaires, récupérer toutes les armes disponibles, et ensuite, avec les camions chargés d'armes, ils sont descendus au sud. Et on a vu à ce moment-là arriver au Mali et au Niger des gens qui étaient des combattants, remarquablement bien armés, et pour cause, et qui n'avaient qu'une idée en tête, c'est avoir accueilli. Alors à l'époque, ils ont dit, nous on revient pour prendre l'indépendance du Nord. On ne parlait plus d'autonomie. Et puis ensuite,
dans le cadre de discussions qu'il y a pu avoir, ils sont arrivés à une deuxième étape en disant non, on est d'accord, mais une véritable autonomie. Ça, c'est la situation, si vous voulez, telle qu'elle se présente. Au moment, peu de temps avant, où en Algérie, comme vous savez, les islamistes mènent une guerre épouvantable contre le régime en place, contre le gouvernement en place, celui-ci mène la guerre, et moi, personnellement, je le dis comme il fallait la faire, parce qu'il va réussir à éradiquer, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays, ils vont réussir à éradiquer cette révolution, cette guerre, si vous voulez, contre eux, hein, contre le régime. Mais comment ils vont faire? Ils vont éliminer la plupart des gens, mais le reste, sous l'effet de la pression militaire et policière, ils vont les repousser au sud. Et ils vont les repousser au sud jusqu'au moment où ils les mettent dans un pays étranger qui est au sud, qui est le Mali. En définitive, les groupes, le GIA, les restes du GIA, sont passés au Mali parce qu'ils ne pouvaient plus tenir sur le territoire algérien, ils avaient été chassés. Et ça rendait service à l'Algérie qui disait « ça y est, j'ai reconquis la sécurité de mon territoire ». Le problème, c'est qu'ils sont arrivés dans la zone nord, donc chez les Touaregs, où d'un côté, ils ont eu un accueil qui n'était pas contre eux au début, hein, pas du tout contre eux, parce que d'une part, les Touaregs disaient mais c'est des guerriers, ils se sont battus au nord, on les repousse, ils sont un peu comme nous en définitive. Donc il y avait, on voit bien, hein, Iyad al-Ghali, par exemple, pour prendre le patron du plus grand groupe islamiste local maintenant, Iyad al-Ghali qui était du côté des Touaregs, mais qui n'était pas encore un pur islamiste, hein, eh bien avait à l'époque, hein, avait commencé à discuter avec eux. Donc, ils sont installés, c'était en définitive une base où ils espéraient se reconstituer. Hein. Bien sûr, pour vivre, il leur fallait des moyens, d'où les prises d'otages, qui rapportaient beaucoup d'argent. Et dont on ne dit pas assez que certaines d'entre elles, l'argent n'était pas destiné uniquement aux groupes islamistes, mais également était perçu par certains membres de l'État local, qui trouvaient intéressant de prendre un pourcentage sur les rançons. Donc on avait donc un système, et là-dessus, il y a eu, mais il y avait parallèlement, si vous voulez, pour vous donner tous les détails, il faut dire qu'il y avait des aides qui étaient apportées par des pays de la péninsule arabique, hein, qui venaient sur place et qui donnaient aux gens contre la pratique de la shahada. Vous savez, la shahada, bon, je pense que vous savez tous, c'est la prière avec les 5 points de la prière et de la prière musulmane. Et contre la shahada, on donnait aux familles un sac de riz. Quand vous crevez la faim, quand les gens de ce coin-là, comme ils sont dans cette zone-là, un sac de riz, c'est une véritable fortune. Et donc, ça fait manger la famille. Et les gens, eh ben, il faut bien dire que leur conversion, on peut se poser la question si elle était véritablement par conviction religieuse ou par intérêt alimentaire. Et je vais peut-être choquer certains ici, mais ma conviction est que la partie alimentaire était très importante, hein, dans cette zone par rapport aux gens du coin. Alors, et là, on a tous les éléments de ce qui va se passer. C'est-à-dire, d'un côté, on voit des islamistes repoussés du nord. De l'autre côté, on voit une zone de trouble parce que les gens veulent une indépendance, mais en même temps une autonomie, mais en même temps une zone très pauvre. Ben, il faut que les gens s'en sortent, hein, et c'est très difficile. Et des gouvernements centraux qui, à part le Niger, ne les aident pas beaucoup. Alors vous me direz, oui, alors ils les aident pas du tout au Tchad, ils les ont aidés au Niger. Pardon, ils les ont aidés au Mali, pardon, ils les aident pas du tout au Mali, excusez-moi, ils les ont aidés au Niger. Au Tchad, le problème est différent. C'est une dictature, il faut bien le dire, le général Déby, c'est pas un tendre, et il tient le pays, et ça ne bouge pas. Même si les populations du Nord vont faire des raids, et comme vous savez, il y a eu plusieurs tentatives pour le renverser, venant du Soudan ou venant du Nord, en particulier par les groupes Toubou, par les populations du Nord, pour les mêmes raisons que je vous disais tout à l'heure, hein. Mais le Tchad étant particulièrement bien tenu, ayant visiblement la meilleure armée de tout le coin, et de loin,
hein, eh ben, ça ne bougeait pas. Alors vous me direz, il y a les deux autres pays. Il y a la Mauritanie et il y a le Soudan. Alors la Mauritanie, d'abord, c'est une république islamique, musulmane. Hein. On pratique l'islam là-bas depuis toujours. Et le chef d'État, ou les chefs d'État pour la plupart, sont d'anciens militaires, je dirais même d'anciens des services. Donc ce sont des gens qui connaissent très très bien leur pays et qui savent indiscutablement, qui ont les bons renseignements et qui savent gérer le pays. Ce qui fait que pour le moment, la Mauritanie ne bouge pas. Vous pouvez regarder, ça ne bouge pas. De l'autre côté, tant que c'était un régime militaire islamique, le Soudan ne bougeait pas non plus. On servait d'accueil pour les Toubous qui voulaient attaquer le Tchad ou les autres, ou les Agawas qui voulaient attaquer le Tchad, mais on n'allait pas plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous savez, depuis maintenant quelques mois, hein, il y a un combat terrible entre l'armée, maintenant qu'ils ont renversé le régime précédent. Ils avaient décidé de faire un régime civilo-militaire et ça n'a pas marché. Et il y a une guerre ouverte entre les forces armées du général al-Burhan et de l'autre côté, hein, les forces de sécurité, hein, du général Dagolo Emeti, et on ne sait pas encore qui va gagner parmi les deux. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, le règlement de compte entre les militaires fait qu'il n'y a rien d'autre que ça. Alors il semble bien que les forces armées officielles, elles, soient plutôt tendance pour revenir vers un régime islamique, alors que l'autre, et je dis il semble, hein, l'autre, par contre, semble, lui, beaucoup plus ouvert à un gouvernement civil avec une moindre influence de la religion. Mais dans ces histoires-là, tant que c'est pas fait, il faut se méfier de ce qu'on peut penser. Nous avons donc un foyer, pas nombreux en définitive, de terroristes. Comme toujours, qu'est-ce qui va se passer? D'un côté, les Occidentaux, la France en particulier, va s'en inquiéter en disant « mais attention, c'est un foyer islamique en Afrique, ça peut... » tous les gouvernements africains ont dit « mais ça peut déclencher des problèmes dans tous nos pays ». Et les Français ont dit « mais ça peut être une base arrière pour aller aussi en Europe ». Instruits par ce qui s'était passé avec l'Irak, avec la Syrie et autres. Donc, d'un côté, les Français vont dire il faut qu'on intervienne, mais on appuie, je dirais, aux locaux, jusqu'au moment où on va voir au Mali, effectivement, on va s'apercevoir qu'il y a un groupe qui est beaucoup plus important que prévu, parce que c'est une alliance entre les Touaregs et les terroristes islamiques, hein, qui sont en train de descendre par Gao jusqu'à Bamako. Alors là, panique, on envoie l'armée française pour intervenir. Et à partir de ce moment-là, on va rentrer dans une deuxième phase. C'est qu'on va justifier, dans tout ce qui se passe, on va justifier tout ce qu'on va faire par la guerre contre les terroristes. Et comme toujours, plus vous en parlez, plus vous attirez les terroristes de partout. Parce qu'il faut voir qu'à ce moment-là, en Syrie, ils étaient défaits, en Irak, ils étaient défaits, en Afghanistan, ils étaient défaits. La lutte des puissances occidentales et autres contre le terrorisme avait fait qu'Al-Qaïda était devenu presque inexistant, ou en tout cas ils étaient tous repliés sur des bases secrètes pour se protéger et pas être pris. Et le seul endroit où on dit il y a des terroristes et des vrais, c'est sur le Sahel. Alors ça va devenir un endroit qui va attirer des gens de partout. On va voir arriver des gars de Daesh, d'ISIS, de Syrie. On va voir arriver des gars qui étaient en Afghanistan. On va voir arriver de partout des gens qui disent là c'est sympa. Et y compris d'ailleurs des Européens qui vont y aller pour vivre l'aventure en disant on va pouvoir satisfaire nos besoins d'aventure dans cette zone. Et donc, ce foyer terroriste va se développer, et en face de ça, alors là, c'est les Français qui vont mettre à la demande des gouvernements locaux, le Niger en particulier, et le Mali, et avec l'aide des armées locales, en particulier celle du Tchad, on va mettre en place un système, je dirais, d'attaque, de coups, en utilisant notre capacité de projection
pour aller détruire des groupes djihadistes là où ils se trouvent. En réalité, on fait nous aussi, et là, je dois dire, c'est pas parce que je suis français que je le dis, mais je pense que vraiment, c'est un domaine que les Français maîtrisent beaucoup mieux que la plupart des armées du monde. Pour moi, au moins nous, on l'a prouvé. On fait des raids et on va détruire des unités, des katibas, des compagnies islamiques ou des groupes islamiques. On va les détruire dans des opérations ponctuelles, très ciblées, faites par des forces spéciales. Et ça marche. C'est ce qu'on appelle en France l'opération, comme vous savez tous, Serval, qui a été, on peut le dire, un franc succès parce qu'on a considérablement réduit l'emprise ou les essais d'emprise islamistes sur toute la région. Les choses étaient bonnes. À côté, il faut bien dire que le Nigeria connaissait un énorme problème avec Boko Haram, et pour cause, parce que là, c'est pas l'armée nigériane qui allait se battre contre Boko Haram, parce que l'armée nigériane n'a pas fait la preuve d'une capacité. Je ne fais pas des critiques de l'armée, quelle qu'elle soit, enfin, son efficacité n'a pas été totalement prouvée dans tout ce qui s'est passé. Pour de multiples raisons, d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que... Parce qu'il faut voir, dans ces affaires-là, il faut du matériel, il faut une capacité de projection, il faut des troupes entraînées, il faut beaucoup de choses. Toujours est-il que Boko Haram s'est déployé de l'autre côté, avec une approche qui n'était pas la même que celle de nos groupes terroristes. Et on peut dire aujourd'hui que Boko Haram est un peu quelque chose à part, par son mode de fonctionnement d'une part, par les types d'actions qu'il mène également. Et c'est dans une zone nord du Nigeria où, je vous dis, en face, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas eu grand-chose de fait. Mais Boko Haram, il ne va pas très loin en dehors. Il a été un peu vers le lac Tchad, mais en dehors de ça, il n'a pas été au Soudan, parce que là, les Soudanais sont chargés de calmer tout le monde. Donc, en définitive, il est sur une zone et très spécifique, et même si c'est rattaché aux terroristes, si vous voulez, à Al-Qaïda, il a fait allégeance. En réalité, dans la pratique, ils sont quand même très indépendants. De l'autre côté, on a cru, à la fin de Serval, qu'on avait réussi à éradiquer le problème terroriste, qu'il ne restait plus grand-chose. Et là, indiscutablement, il y a eu un problème. Il y a eu un problème, c'est on peut le dire aujourd'hui, enfin on peut l'analyser comme ça, en tout cas c'est ma propre analyse, on a fait une erreur colossale, indiscutablement, en changeant nos pratiques, c'est-à-dire au lieu de faire des actions de projection sur des cibles, on a décidé de couvrir un territoire qui représentait la moitié de l'Europe avec, pour l'armée française, 5000 hommes, et pour le reste des troupes des pays autour, une dizaine de milliers d'hommes. C'est-à-dire que c'est pas avec 15 000 hommes que vous tenez la moitié de l'Europe, même la France. Donc, ça posait, on voit bien que d'une part, il y avait un énorme problème, parce que s'il y avait des incidents dans plusieurs endroits à la fois, ben, ça devenait rapidement insoluble. Mais alors, comme toujours, quand une troupe de commando devient troupe d'occupation, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, et c'est pour ça que la population ne l'a pas apprécié, eh bien, on s'installe pour contrôler des points de passage, pour contrôler des zones. Et là, on arrive à l'autre problème du Nord. C'est que quand vous prenez l'histoire de la zone nord du Sahel, il y avait les Touaregs, dont je rappelle que c'est une population dans laquelle ce sont les femmes qui dirigent. C'est une des seules populations encore au monde, à part certaines en Asie, dans lesquelles c'est le matriarcat. Et c'est pour ça que, si vous voulez, quand on dit les Touaregs pratiquent l'islam, il faudrait s'entendre sur la forme de l'islam, parce que dans l'islam, il n'est pas prévu que c'est la femme qui commande les hommes, excusez-moi. Ou alors c'est que j'ai pas lu le Coran, et pourtant je prétends le connaître pas trop mal. Donc, là, il y a un problème. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'en mettant nos trucs partout, on a gêné la deuxième population qui est dans le nord, qui sont les Peuls. Les Peuls, c'est une population nomade. Vous savez, c'est une ethnie où ils sont de grandes personnes, des hommes et des femmes très grands,
et qui se déplacent avec leurs troupeaux, là c'est encore pareil, tout le long du Sahel, mais qui ont un énorme problème, c'est comme les Touaregs d'ailleurs, c'est que ça nourrit pas. Donc pour arriver à compléter le peu qu'ils ont, les Peuls sont des commerçants. Et à la différence des Touaregs, dont je disais c'est un matriarcat, les Peuls sont arrivés vers l'an 900 à peu près, vous voyez, hein, à l'époque du royaume de Fès, pour ceux qui connaissent l'histoire du Maroc allant jusqu'au Sénégal. Hein, eh bien, à cette époque-là, donc les Peuls sont arrivés, et les Peuls sont arrivés avec leurs troupeaux, et depuis ce moment-là, pour compléter leur maigre nourriture, ils font du trafic, ils font du troc, ils font de l'échange. Par exemple, 1 litre d'essence, ça vaut une cartouche de cigarette. Si vous amenez des fruits ou si vous amenez un sac de riz, ça vaut tant en essence, ça vaut tant en cigarettes, ça vaut tant... Tout s'échange, comme il n'y a pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent dans cette zone-là. Tout se fait en troc. Et les Peuls sont les rois du troc. Or, qu'est-ce qui est arrivé quand nous, les Français, on a mis des points de contrôle partout? Eh bien, les Peuls ont été obligés d'arrêter leur contrebande parce qu'on les bloquait. Et donc, on a ruiné cette population, qui était déjà pas riche. Hein, on les a affamés en les empêchant de pratiquer des trafics qu'ils faisaient depuis un millénaire. Y compris avec l'Algérie, entre parenthèses. Hein. Avec le sud de l'Algérie, il y a toujours eu ces échanges. Alors, quand on a créé ça, ce problème, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Les Peuls, qui eux sont musulmans depuis toujours, ce qui n'est pas le cas des Touaregs, mais ils ont dit, mais on va rejoindre les autres, et c'est à côté donc de d'Iyad Adgali et de toutes les Touaregs ayant basculé, on a vu les Peuls d'Amadou Koufa basculer également et devenir terroristes, avec un seul but, que ces maudits Français s'en aillent pour qu'on puisse recommencer nos échanges. Vous voyez? Donc, quand on parle de la synthèse du terrorisme, l'épicentre du terrorisme, c'est toujours frappant de voir que les gens ne regardent pas tout ce qui s'est passé. En réalité, il y a un tout petit foyer de véritables terroristes qui sont venus et qui se sont installés, et derrière, il y a des populations qui sont associées à eux, les Touaregs, les Peuls, hein, parce qu'en définitive, on ne répondait pas à des besoins légitimes de ces populations. Donc, est-ce que ce type de terrorisme-là, il est coupable, ou est-ce que nous sommes coupables de ne pas l'avoir compris pour l'éviter? Alors, et je terminerai là-dessus parce que je veux rester dans les délais, comme on l'a dit, de 20 minutes. Hein. Alors, aujourd'hui, eh bien évidemment, le problème se pose. Parce que les dirigeants locaux, au début, ils ont commencé à comprendre que leurs dirigeants ne jouaient peut-être pas toujours le jeu dans la lutte contre le terrorisme parce que certains en tiraient profit. Ça, c'est déjà... Donc on a changé un certain nombre de dirigeants. Ensuite, le deuxième élément, c'est que les dirigeants se sont rendus compte qu'il fallait lutter, mais que dans le fond, les troupes étrangères, françaises ou africaines, de l'Union africaine, n'étaient pas si efficaces que ça, puisqu'on n'obtenait pas les résultats attendus. Et donc la tentation a été grande dans tous les pays. Hein. Je parle du Burkina, je vous parle de la... J'en ai pas parlé, mais ça fait partie de l'ensemble. Hein. Je vous parle de tous ces pays. La tentation était de dire, mais est-ce qu'il n'est pas temps de discuter et d'essayer de trouver des solutions africaines entre nous? Et quand vous regardez ce qui est dit actuellement au Mali, par exemple, alors moi je fais abstraction de ce qui est dit en France sur le Mali avec les officiers qui sont tous pro-russes et d'autres, c'est pas ça du tout. Le problème il n'est pas là. Hein. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que effectivement il y a des discussions entre les djihadistes, enfin les Touaregs, les Peuls, le gouvernement central et une partie des djihadistes aussi, d'ailleurs quand même, hein, et tout ce petit monde, eh ben, peu à peu, ils essaient de trouver des solutions. Ça veut dire qu'en définitive, on essaie de trouver, et c'est pas plus mal, des solutions qui permettraient de réduire ce terrorisme. Alors, le problème, bien sûr, c'est que ça ne peut marcher que si tous les pays font la même chose. Or, si vous regardez, alors je vous disais, en Mauritanie, situation totalement sous contrôle. Au Tchad, le nouveau président, le jeune président du Tchad,
et tout le monde le sait, a fait revenir ses opposants, ce qui était impensable sous son père, hein, et ils sont tous en train de discuter. On retrouve la plupart des opposants du général Déby sont maintenant dans le gouvernement du fils. Bon, pourquoi ? Parce qu'ils ont bien conscience qu'il faut trouver une solution, parce que sinon ça explosera. Le problème, c'est effectivement, c'est le Mali et le Niger. Pourquoi ? Je vous disais, au Mali, les militaires ont pris le pouvoir en pensant qu'ils pouvaient régler le problème avec l'aide de certains imams et autres qui sont autour, hein, et qui pourraient régler le problème. Au Niger, eh bien, le président actuel essaie aussi de trouver des solutions. Mais au Mali et au Niger, qui sont les deux pays les plus pauvres, parce que pour les autres pays, il y a des richesses pétrolières, il y a des mines, il y a beaucoup de choses. Dans ces deux pays qui sont les plus pauvres, arrive un dernier point qui va encore tout compliquer. C'est que nous assistons à l'arrivée des groupes criminels, des groupes mafieux. Les groupes mafieux sont en train de prendre pied de manière... Ils l'avaient fait de manière très forte au Mali, et ils le sont bien implantés. Ils sont en train de prendre pied progressivement au Niger. Et comme les groupes mafieux, c'est tout ce qui passe par les caravanes, pas les caravanes de camions, hein, qui montent vers le nord et qui transportent les cigarettes, la drogue, les migrants, tout ce que vous voulez, les armes, tout ce que vous voulez, eh bien, l'argent est investi sur place pour acheter les politiques, pour acheter les chefs de village, pour acheter tout le monde. Et donc, parce que ce sont en train de devenir, comme ce sont des pays très pauvres, des zones de non-droit. Donc le vrai problème actuel, c'est que nous avons toujours des terroristes qui ne sont toujours pas éradiqués, même s'il y a des volontés, que comme il n'y en a plus ailleurs, parce que partout ailleurs, on les a éliminés progressivement, c'est vraiment l'endroit où il y en a encore. Il y en a peut-être encore un peu en Syrie, du côté de Deir el-Zor, mais enfin, ça, c'est autre chose. Et d'Idlib, mais c'est un peu autre chose. Autrement, c'est contrôlé, si vous voulez. Mais là, il y a encore un foyer. Hein, et ce qu'on peut regretter, c'est là-dessus que je vais conclure, je suis un peu plus long que prévu, ce qu'on peut regretter, c'est que 2 fois, les Algériens, qui avaient parfaitement compris la situation après avoir poussé vers le Mali leurs terroristes, les Algériens qui avaient compris la situation avec les Touaregs et les autres, ont fait des accords qui ont obligé les Maliens, les Touaregs, tout le monde, à venir passer des accords à Alger. 2 fois, hein, le gouvernement algérien a réussi à faire signer par les différents participants, gouvernement malien et Touareg, un accord pour qu'enfin ils se mettent ensemble, sachant que dès qu'ils font la paix réelle, le problème est évidemment soldé, puisque les terroristes se retrouveront sans substrat dans lesquels ils peuvent vivre, puisque tout le monde sera contre eux. Hein, donc, et sachant que l'armée française est en partie, maintenant, avec les Peuls, il n'y aurait plus de problème non plus. Eh bien, le drame, c'est qu'il y a eu 2 accords à Alger, et aucun des 2 n'a été respecté, parce que le gouvernement, et je le dis ici bien fort, le gouvernement central malien a refusé d'appliquer l'accord qu'il avait signé. Alors voilà ce que je voulais vous dire pour essayer de résumer une situation un peu très compliquée, je reconnais, mais je pense que si vous n'avez pas tous ces éléments-là, c'est difficile de comprendre ce qui se passe dans cette zone du monde actuellement. Merci. Merci, cher Aré, de m'avoir invité pour parler de notre continent, de notre Sahel, qui en a besoin. Merci aussi à l'assistance nombreuse de nous écouter à ce moment, et je remercie les prédécesseurs qui ont balayé le terrain. Je ne sais pas ce que je vais dire. C'est ça le problème de parler en dernier. Mais je vais essayer de ramasser ce que j'avais prévu. Vous voyez que nous sommes dans une zone de fragilité qui va de la 38 à la mer Rouge, c'est-à-dire de la Mauritanie jusqu'à Somalie, avec le terrorisme depuis longtemps, mais qui s'y installe d'une manière progressive, mais efficace, et qui détruit toute restriction sociale. Mais cela est aidé par, comme ça couvre 9 pays qui sont immenses, qui ne peuvent pas assurer la sécurité de leur pays,
Donc ça, il y a la perméabilité permet de toutes les façons aux terroristes de jouer au chat et aux souris et d'avoir les marges de manœuvre les plus importantes. C'est-à-dire que nous avons une stratification sociale, une hiérarchisation rigide de la société, une mal gouvernance dans un espace à la fois stratégique et mal identifié, agité par de multiples conflits qui subissent bien sûr les conséquences de guerre hybride sans aucune réponse asymétrique. Donc le terrorisme international est devenu au Sahel une progression en Afrique, parce que quand on a commencé l'opération Serival, ça allait mieux. Il y a 5 ans, ça allait mieux. Aujourd'hui, ça va mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous sommes dans un processus de stabilisation, pas de déstabilisation plutôt, sans aucune forme de stabilisation, y compris toutes les interventions qui ont été faites, que ce soit Serival, qui a réduit la menace, mais on n'a pas fait l'après-service, l'après-vente, donc le service politique, et que ce soit l'opération Barkhane, que ce soit l'opération onisienne avec 57 nationalités qui sont au Mali. Et d'ailleurs, on sait qu'est-ce qu'ils viennent faire. Comment les pays du monde peuvent venir pour mourir dans un pays? C'est impossible. Donc vous comprenez que là, nous sommes sur quelque chose de spécial. C'est-à-dire qu'avant, le djihad et la croisade se faisaient entre l'Orient et l'Occident. Les deux sont migrés en Afrique, et surtout dans le Sahel, un sous forme de fondamentalisme et de terrorisme, bien sûr, et l'autre sous forme d'antiterroriste. Mais les deux disposent d'un agenda de toutes les façons qui n'est pas tout approprié aux peuples de la région et aux peuples africains. Bien. Le premier point, c'est que nous avons un contexte global géopolitique favorable aux crises, avec des éléments perturbateurs. Je ne vais pas y revenir, je pense que je vais y passer très rapidement, parce que Ale l'a dit tout à l'heure. Nous avons des Touaregs qui se livrent à toute manœuvre dilatoire pour déstabiliser non seulement le Sahel, mais toute l'Afrique de l'Ouest, en jouant sur les fragilités sociales, politiques et diplomatiques aussi, les ambiguïtés diplomatiques, mais aussi avec la corruption et toute logique non conforme à la conformité de stabilité. Donc ici, nous avons les tensions ethniques, les tensions religieuses, les rivalités régionales, les ingérences étrangères qui présentent un risque permanent pour le Sahel, mais qui ont fait que, de toutes les façons, le Sahel devient plutôt un terrain, comment dirais-je, de terrorisme international. Parce qu'on verra plus tard les deux groupes qui y sont. Et nous avons toute l'armée du monde. Mais ce qui s'est passé en 2018, au moment où il y avait l'exaction des pères en 2018, sous le faux drapeau d'ailleurs, en disant que c'est les donzos pour que les pères et les donzos se mettent ensemble, tout le monde le savait. Tout le monde le savait, et on l'a fait au vu de toutes les forces nationales, africaines, françaises, internationales et onisiennes. Je redis, peut-être je vais m'arrêter par là parce que c'est un témoignage. En 2018, j'y étais au mois de décembre. En 2017, au mois de décembre, parce que je donne des cours à l'école de hautes études en santé publique de géopolitique humanitaire, parce que c'est un 3e cycle qui regroupe les médecins, c'est les médecins et les pharmaciens qui s'inscrivent pour avoir un doctorat en santé publique. Ça, c'est un témoignage que je vais vous donner. J'ai demandé, en qualité de président de l'Institut Mandela, à rencontrer certains ambassadeurs, mais aussi le commandement de la MINUSCA. Et d'ailleurs,
le second commandant m'a reçu, le commandant de la MINUSCA m'a reçu, le général Ndiaye, donc qui était numéro 2 à l'époque. Dans les discussions, déjà j'ai demandé à toutes les ambassades occidentales, j'ai eu de bonnes réponses pour la Russie, j'ai eu de bonnes réponses pour le Norvège, Belgique, les États-Unis. J'ai aucune réponse de la France, alors que je suis français. Bien. Mais c'est et qu'est-ce qui s'est passé? On était en décembre. L'ambassadeur russe, au moins c'est lui qui me paraît qui avait une vision de la question. La première, parce que c'était à l'époque, il disait que le Mali fait l'unanimité aux Nations Unies, que c'est le seul sujet où tout le monde, c'était en 2017, où tout le monde est d'accord sur toutes les résolutions qui sont votées sans aucun problème. Il m'a annoncé qu'au mois de mars 2018, il y aura une visite du Conseil de sécurité au Mali. Et donc, que le problème était au centre du Mali, donc que ce n'était plus au nord. C'est-à-dire là où, tout à l'heure, chez Abou, c'est ça, que Ali a dit, là où il y a que c'est là maintenant où il y a le problème à ce moment-là. Donc c'était ces trois sujets avec une analyse fine de la situation. Bien. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Tout le monde savait que le problème est là. Mais on n'aura pas résolu. Et jusqu'à ce qu'au mois de mars, 2 semaines avant l'arrivée de la mission du Conseil de sécurité au Mali, c'est là où on va faire les actions des pairs. Les pairs sont attaqués par les donzos. Les donzos sont des chasseurs. Donc, qui disaient que... Enfin, on fait une manipulation journalistique, de désinformation, de tout ce qui va avec. Et c'était 2 semaines avant. Donc, vous voyez, tout le monde savait qu'il y a cette mission de paix des Nations Unies par un organisme qui décide de la sécurité, de la paix dans le monde. Et on fait 2 semaines avant leur arrivée. Est-ce que c'était un sabotage? Est-ce que c'était autre chose? Je ne peux pas vous le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans une crise terroriste et insurrectionnelle qui est très difficile à cerner les enjeux, à comprendre les mécanismes de financement et aussi, en dehors de savoir que c'est parti de la crise algérienne dès le début. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand il y avait fils en Algérie, qui avait gagné les élections qu'on a défait pour des raisons politiques et diplomatiques compréhensibles ou autre chose. Mais, il y avait le terrorisme en Algérie, mais l'Algérie a pris la question, le bras au corps, la question, et donc, en les poussant, ils sont allés où il y avait le maillot faible. Donc, ils sont allés au sud de l'Algérie, en les poussant là-bas, ils sont allés au Mali. Mais bon, on les a accueillis sans aucun problème, ils ne posaient aucun problème pendant un certain temps, jusqu'à ce que les alliances changent, jusqu'à ce que l'idéologie change. Donc, c'est ce qui est devenu Hakimi, dès le départ. Et dans cette histoire, la crise libyenne est venue accélérer cela. Donc, comme il n'y a pas pour l'opération Serival ni le service après-vente politique, en Libye aussi, il n'y a pas le service après-vente politique. Là, on se retrouve dans un espace qui est faible, qui est le Sahel, et qui est le Sahel, où toutes les armées, avec les armes qui viennent de la Libye, s'installent. C'est là où tout bascule, à ce moment-là. Et donc, pour vous dire sur ces questions aussi très politiques, vous vous souvenez, vous regardez sur Internet, les diplomates au Quai d'Orsay du service Afrique disaient cela. On les a remerciés 4. 1. Au déclenchement du Serval, premièrement, de l'opération Serval, ce qui est très rare, les militaires peuvent en témoigner, c'est que l'ambassadeur à Bamako est changé au bout d'un mois du déclenchement de l'opération. 2.
Après, celui encore qui a fait les frais, c'était l'ambassadeur spécial pour le Sahel. Il est remercié ou changé. 3, c'est le sous-directeur Afrique d'Ouest, un jeune d'ailleurs. Lui, aujourd'hui, il a un blog aussi qui donne quelques idées. Lui, il était dans une réunion en off. On l'a, comment dirais-je, on l'a piégé. On a sorti ce qui est interdit en off, de ne pas enregistrer. Son enregistrement où il disait que le prochain pays à être complètement défait, c'est le Burkina Faso. Et il l'a montré. Non seulement on a remercié brutalement, mais ça n'a pas empêché le Burkina Faso d'être là où il est. C'est-à-dire qu'il avait vu la question, parce qu'il militait pour la question politique. La troisième, c'était la directrice Afrique, qui a été remerciée au sein de la francophonie à Kinshasa à ce moment-là. Donc, non seulement il y a cela, mais aussi on plaint les spécialistes d'Afrique de l'Est, au Quai d'Orsay, pour aller diriger l'Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, au ministère d'Arékourouar, on les appelait affectueusement la mafia de l'Est. et parce que c'était un spécialiste, celui qui était premier conseiller à l'ambassade de Nairobi, qui a fait le narco, donc qui est devenu sous-directeur Afrique de l'Ouest. Et on a pris l'ambassadeur à Madagascar pour devenir le directeur Afrique du Quai d'Orsay. Donc vous comprenez que à ce moment-là, c'était déjà qu'il n'avait ni les raisons, ni les amitiés en Afrique de l'Ouest, et donc qu'il ne pouvait pas contredire certaines pensées. Bien, cela nous amène à quoi? À des mouvements violents dans le Sahel. Bon, pas ce que je viens de dire, là c'était tout ce que j'ai dit avant, donc ça n'a rien à voir avec le débarquement de ces gens-là. C'est-à-dire que c'est plutôt l'entassement des problèmes, à la fois des fragilités socio-économiques, une sorte de stratification sociale, une sorte d'espace économique enviable, hein, et aussi de faiblesse des États, parce que bon, le premier rôle de l'État, c'est d'assurer sa sécurité, sa stabilité, et donc là, ce sont des États faillis. On se retrouve avec des États faillis, avec des influences régionales compliquées, avec des influences internationales encore plus qui compliquent l'équation, et donc qui fragilisent l'espace qui était déjà fragile physiquement, fragile biologiquement, enfin, d'une manière de biotope, c'est-à-dire fragile socialement, et donc ce sont des fragilités politiques, sociales et naturelles qu'il faut que cet espace attire les mouvements, comment dirais-je, les mouvements violents. On le verra avec Akimi, avec tout à l'heure on verra toute la liste des mouvements, le GSPC, le JIAB, hein, vous verrez tout à l'heure comme ça, parce que là il faut que vous les voyez là, vous les voyez tout cela. Globalement, il y a ceux qui ont rejoué les autres, mais les plus importants ici, c'est l'État islamique aujourd'hui, c'est le djihad islamique, surtout le djihad islamique maintenant, qui a le projet d'aller vers, le golfe de Guinée, et d'ailleurs qui fait très mal au Togo et au Bénin aujourd'hui, à partir du Sahel, bien sûr, et surtout... C'est le djihad islamique qui commande au Burkina Faso. Vous savez ce qui se passe, c'est terrible aujourd'hui. Et donc, tous ces mouvements sont érigés. Le siège, je ne sais pas si c'est le siège social ou le siège terroriste là-bas, vous trouverez le qualificatif approprié. Bien. Mais il y a des causes. Les causes historiques, comme on les a vues, de ce terrorisme international. C'est-à-dire qu'il y a la critique du djihad depuis le XVIe siècle, passé par les conditionnements d'esclavagisme, de colonialisme, mais aussi des indépendances ratées, avec des modèles économiques qui produisent
enfin, c'est-à-dire avec la colonisation et l'indépendance qui produisent les économies ratées, c'est-à-dire les économies fragiles, les ethnies divisées, ben, cela donc, entraîne la frustration et le désespoir des populations qu'il faut qu'ils trouvent l'accueil favorable à l'extrémisme violent, ne fût-ce que pour le premier rôle, se protéger, le deuxième pour vivre décemment avec le trafic, tranquillement, ou avec la prise d'otages, parce que ça rapporte. Et puis, tout à l'heure, on l'a dit bien avant, donc c'est le service après-vente pour la Libye qui a posé son problème. Donc nous sommes dans une histoire de manipulation, dans une histoire de convoitise, de contrôle et de pillage de ressources rares et stratégiques par les perturbateurs et les prédateurs qui encouragent aussi ces mouvements violents, parce qu'ici, il faut se poser la question. Premièrement, ça aussi, c'est de regarder les choses en face. Ces gens, normalement, un État devait avoir la symétrie des moyens. Mais là, on voit que la symétrie des moyens est aux côtés des terroristes, qui ont la symétrie des volontés, parce qu'ils se battent pour autre chose. Et puis, bon, on les mélange dans les choses de religion qu'ils vont aussi retrouver cette vierge dès qu'ils se font sauter sur les mines, donc ça pose aucun problème. Bon, il verra s'ils y arrivent. Mais la question du financement du terrorisme se pose. Jusqu'à présent, personne ne la pose. Et aujourd'hui, il faut des vidéos, d'ailleurs, très bien, qui sont super faits, comme Hollywood. Ils surgissent en moto, ensemble, et les motos neufs. Mais au Mali et au Niger, voire au Burkina Faso, bon, on laisse le Burkina Faso un peu. Ces deux pays, il n'y a aucune usine de moto. Comment les motos arrivent là-bas? Ils passent où? Qui les finance? Qui les amène? Et comment ils les achètent? Ce sont des questions qui sont fondamentales pour lutter contre le terrorisme. Donc, ici, il faut rompre le cycle de violence largement suscité depuis une vingtaine d'années par l'instrumentalisation des groupes terroristes et criminels. Et donc, cela doit être une priorité des États sahéliens, mais aussi avec le soutien international sincère. Donc, cela aussi nous pose des questions sur les stratégies sécuritaires au Sahel. Bon, on en a parlé tout à l'heure, l'opération Serval, on ne va pas y revenir, et surtout que Alain l'a bien dit, mais aujourd'hui on dit la guerre contre le terrorisme. Mais le terrorisme est une technique asymétrique de violence extrême. On déclare la guerre à un ennemi identifié, pas à un mode opératoire. Déjà, on est dans le faux. Et aussi, c'est cette crise sécuritaire et cette analyse biaisée de la guerre terroriste et la guerre antiterroriste qu'il faut que le Sahel devienne encore un foyer de crise. Hein? Et il faut l'objet de la présence massive des acteurs sécuritaires sans coordination. Chaque partenaire a sa stratégie pour le Sahel. On compte 70 stratégies pour la région. Bon, c'est vrai que beaucoup d'ingrédients, comme on dit, ne gâtent pas la sauce. Mais beaucoup de stratégies sécuritaires sont sources d'insécurité, voire de crise plus tard, car on ne peut pas suivre plusieurs chemins en même temps. Donc ces opérations et stratégies sécuritaires n'ont pas réduit l'influence des groupes terroristes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, qui s'étendent vers le Mali, c'est-à-dire vers le Sahel, et d'ailleurs la création du G5 Sahel qui était pour la sécurisation régionale, on peut dire qu'aujourd'hui devient une fuite de responsabilité. Parce que bon, s'il y a un échec, on va les imputer à ces armées locales qui n'ont pas les moyens ni autre chose à faire. Et nous faisons aussi face à plusieurs acteurs antiterroristes étatiques et multinationaux, aussi sans management, et avec le mode opératoire
aller à bien dû qui est de tondre le gazon, c'est-à-dire couper les hauts de la pyramide, mais on a vu ce que ça a donné. C'est-à-dire qu'au départ, on avait 200 personnes. Au bout de 5 ans, on était à 2000 personnes. Aujourd'hui, on ne peut pas les évaluer parce que non seulement on coupe la tête, mais la base s'élargit et le problème devient plus compliqué. Bien, c'est là où interviennent aussi les nouveaux acteurs antiterroristes, qui est une braise de réseaux d'intelligence et d'espionnage, hein, qui sont à la sorte des perturbateurs ou d'autres acteurs non conformes à la conformité républicaine. Donc nous sommes dans une histoire d'hypocrisie et surtout de manque d'assistance de la communauté internationale face au terrorisme. Et d'ailleurs, le Premier ministre burkinabé l'a dit, et son ministre l'a répété ici à Genève, à l'OIT, le 7 juin dernièrement, que le Burkina Faso manque de solidarité de la communauté internationale et dans la lutte acharnée de son pays contre les groupes antiterroristes, et surtout que le Burkina Faso dit qu'on a refusé de leur fournir des armes et on a dissuadé d'autres pays de refaire. Donc non seulement on laisse les terroristes asymétriquement armés par rapport à l'asymétrie des moyens qu'on a dit, mais aussi on refuse, pour des raisons politiques ou diplomatiques ou de crise diplomatique, de livrer les armes qui sont commandées et aux autres de ne pas refaire. Donc vous comprenez que nous sommes dans une histoire un peu bizarroïde dont les enjeux sont complexes et les comprendre, il faut que nous allons vers la doctrine de prévention et d'anticipation des situations de fragilité, normalement, avec la convergence des stratégies militaires et de développement vivable. Je dis bien développement vivable, parce que quand on dit durable, c'est qu'on gaspille et qu'on doit préserver. Tandis que quand on dit vivable, c'est le concept de notre institut africain, parce que quand on dit vivable, c'est parce que les gens ont besoin encore de vivre. Ils ont très peu. Donc ils doivent vivre de leur développement et non pas aller dans la durabilité. Mais aussi, donc, qui permettent, ce que les diplomates approchent une vision en 4D, diplomatie, défense et sécurité, développement vivable et droits des populations, parce que la liberté, la justice, la démocratie consensuelle, la paix et la stabilité sont les bases fondamentales des économies vivables et du développement inclusif. Donc ici, il faut une combinaison de traitements de l'aspect sécuritaire et des causes du terrorisme qu'il faut traiter ensemble parce qu'on a constaté que la présence militaire occidentale et onisienne n'a pas empêché la sécurité et la violence de s'étendre dans la région du Sahel et les gouvernements sont toujours en adaptation permanente de la stratégie d'intervention face à une croissance de la présence sécuritaire, sinon c'est aussi qui s'évite avec de nouveaux projets afin de prendre pied en Afrique. Donc nous sommes aussi, et vous avez vu que dernièrement, au Conseil de sécurité, le ministre marié des Affaires étrangères, et d'ailleurs a dénoncé cela, mais d'une manière diplomatique, en disant que le réalisme impose le constat de l'échec de l'aménagement, dont le mandat ne répond pas aux défis sécuritaires après 10 années de présence. Donc, il faut créer les conditions de son départ sans délai pour laisser le Mali assumer sa sécurité, sa stabilité. Est-ce qu'il va y arriver? On ne sait pas. Il reste combien de minutes? Vous avez un peu dépassé, mais on a encore 5 minutes. On est après quelques questions et quelques échanges avec la salle. Bon, ok. Bon, ok. Donc là, nous sommes... le terrorisme et l'extrémisme violent au Sahel devient une sorte de domination, comme nous l'avons vu, qui couvre toute l'Afrique globalement aujourd'hui, avec les conflits asymétriques qui entrent dans cette conception de barbarie et de domination de la terreur. Bien, pourquoi? Parce que l'Afrique est divisée aujourd'hui en 4 zones, avec des axes terroristes. L'un qui divise en deux, c'est-à-dire de la Libye, comme il a dit Alain Juillet aussi avec Boko Haram, donc là ils divisent en deux parce qu'ils échangent des combattants, donc il y a un no man's land, et de la Mauritanie jusqu'à
Bon, c'est la bande du Sahel jusqu'à avec Hakimi dans la zone et El Shebab de l'autre côté en Somalie. Ils échangent des combattants, donc c'est le Maziland. Donc l'Afrique était divisée en 4. C'était l'Afrique australe qui n'était pas attaquée jusqu'en 2016, qui était un peu stable. Mais les terroristes se sont installés à Cabo Delgado, au nord du Mozambique. Et donc là, c'est faux. Donc ce sont ces trois que j'appelle les trois, comment on peut les appeler, tectoniques, qui sont là dans la zone avec Cabo Delgado au Mozambique, Beni en RDC, à l'est de la RDC, et toujours et depuis longtemps le Sinaï. Donc vous voyez que l'Afrique est bien quadrillée par les zones terroristes. Bien, je pense que c'est logique que ça s'appuie sur des formations conflictuelles avec les frontières tracées au crayon. Il a dit Alain Juillet, on y va très rapidement. Et à ce moment-là, on peut dire que le terrorisme poursuit bien aussi des faits économiques que géostratégiques, parce que le texte, je l'ai envoyé aux organisateurs, il vous enverra le texte pour le lire d'une manière posée, sans aucun problème. Bien. Mais là, au niveau de l'Afrique, nous sommes dans ce principe romain de diviser pour mieux régner, et que d'ailleurs, Alain l'a dit très bien au moment où il disait les différents groupes sociaux qui se chamaillent, qui coopèrent selon les envies sur les différents territoires, avec effectivement les gens qu'on a mis ensemble et qui n'ont rien de commun. Mais cela fait que, sans élaborer une stratégie commune pour se défendre d'une menace existentielle, on ne sait pas si on disparaîtra ou pas. Donc, cela crée aussi ce que j'appelle le triangle de géocriminalité du chaos, c'est-à-dire qu'à la fin, on trouve les prédateurs internationaux en haut du triangle. On va trouver à la base du triangle les déstabilisateurs régionaux et aussi les seigneurs de guerre qui exécutent sa besogne. Ça vaut pour toutes les stratégies téléguidées, les stratégies asymétriques. Ça vaut que ce soit pour le terrorisme et pour autre chose. On se base sur, de toutes les façons, même s'il n'y a pas, pour le terrorisme, on ne dit pas un donneur d'ordre, mais celui qui va amener l'esprit fondamentaliste, il devient de quelque part, et on les connaît. Et après, les régionaux qui vont faire des relais, c'est-à-dire les pouvoirs publics qui saura s'installer, mais aussi les terroristes, les groupes ethniques et autre chose, à qui on associe à cela à tort ou à raison, qui vont faire le sale besogne, ça c'est dans le cadre du terrorisme. Mais cette théorie est plutôt appropriée dans le cadre de la guerre, comme ce qu'on subit en RDC ou en RCA, voire au Soudan aujourd'hui. Bien. Globalement, la domination de l'Afrique par la terreur, nous avons à l'est et au centre de l'Afrique les conflits asymétriques qui ébranlent la stabilité des pays du Soudan, de l'Éthiopie, de la Somalie, du Sud-Soudan, de la RDC, de la RCA et du Cameroun. À l'ouest, les terroristes sèment le désordre dans le Sahel et dans le golfe de Guinée. Au nord de l'Afrique, il y a la puissance économique régionale de cette région est menacée par le terrorisme, que ce soit en Libye, en Tunisie ou en Égypte, et la met des attentes un peu à Algérie, Maroc. Il n'est pas question de terrorisme, mais là, c'est que ça fragilise tout simplement l'espace qui est le plus puissant économiquement en Afrique. Bien, si nous allons en Afrique australe, donc il y a une relative stabilité économique et politique qui est troublée par Cabo Delgado, bien sûr. Mais à cela, si on ajoute la piraterie maritime dans le golfe d'Éden et le golfe de Guinée, ça augmente les incertitudes des 10 continents sans aucun moyen de défense approprié. Bien, c'est-à-dire que nous sommes
sur les batailles idéologico-stratégiques qui dépassent la région du Sahel, qui menacent tout le continent africain et surtout ses générations futures. Et d'ailleurs, cette bataille militaire sans précédent, qui regroupe toutes les armées du monde, 57 pays contributeurs de troupes à l'amunissement, qui n'arrivent pas à faire quoi que ce soit, parce que le mandat apparemment ne le permet pas ou ne le fait pas bien, sous une logique bien sûr géostratégique qui consiste à quadriller la globalité de la région sahélienne. Ok. C'est-à-dire qu'on arrive vers la fin. Bon, je crois que la conclusion est dans ce qu'on vient de dire globalement, c'est que le terrorisme international se nourrit de configurations socio-ethnico, géostratégico-religieuses complexes pour servir une nouvelle stratégie de partage et d'accaparement des richesses des espaces stratégiques. Donc, les mouvements extrémistes, criminels et terroristes entraînent le Sahel et le golfe de Guinée dans un chaos bien plus dangereux que celui de la Libye. Merci. Je voudrais savoir quelles sont les stratégies de la Russie et de la Chine vis-à-vis de cet état de fait, et notamment, on pense au groupe Wagner. Ah bon, d'accord. Oui, alors, les stratégies sont assez claires, en définitive. En ce qui concerne la Chine, depuis déjà 20 ans, investit sur l'Afrique et a progressivement remplacé les pays occidentaux comme prêteurs pour l'Afrique. Hein ? Aujourd'hui, il y a deux grands prêteurs pour l'Afrique. Il y a la Chine d'un côté et il y a les banques marocaines de l'autre. Les Français n'existent plus. Pourquoi ? C'est pas parce que les Français ont voulu quitter, c'est parce que les réglementations européennes aujourd'hui sur les banques, pour les ratios bancaires, font que les banques françaises, comme les banques espagnoles, italiennes ou autres, ne peuvent pas en Afrique jouer parce qu'elles seront en dehors des règles fixées par l'Europe. C'est-à-dire qu'on s'est assassiné nous-mêmes, voilà, pour être clair. Les Chinois, eux, pratiquent une méthode, c'est-à-dire qu'ils financent des infrastructures. Hein, avec évidemment et la route de la soie et une filière naturelle vers l'Afrique. Il ne faut pas l'oublier, la route de la soie, elle ne va pas qu'en Europe. Hein. Elle va aussi sur l'Afrique. Elle traverse l'Afrique depuis l'Éthiopie. Elle va jusqu'à l'Angola de l'autre côté. Donc les Chinois, leur principe, c'est on finance des infrastructures et comme partout ailleurs, comme les investissements sont très lourds et que les pays ne peuvent pas les payer, ils se retournent ensuite contre les pays en disant « Vous avez signé un accord, il faut l'honorer. Comme vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous donnez à la place ?» Donc c'est un système que tout le monde connaît. Un certain nombre de dirigeants africains s'en sont plaints, mais le système fonctionne. Alors, pour que de temps en temps la soupape ne saute pas, parce que quand même, il y a des mécontentements, alors de temps en temps, la Chine réduit un petit peu son endettement africain en disant « Bon, allez, on vous fait un cadeau à tous » et la chose va mieux. Une précision quand même, tous les ans, le président chinois Xi Jinping réunit les chefs d'État africains et il fait ce que les Français faisaient à l'époque d'autres présidents français il y a 10 ans ou 20 ans, où on réunissait tous les chefs d'État africains. Vous savez, c'était une grand-messe annuelle et tout le monde y allait. Bon, aujourd'hui, les Français ne le font plus. Je ne vais pas faire épiloguer là-dessus, c'est un autre problème. Hein. Mais par contre, ce sont les Chinois qui nous ont remplacés. Et n'oubliez pas qu'en Afrique, la population étrangère la plus importante actuellement, ce sont les Chinois. Hein, bien supérieurs aux Français ou aux autres expatriés. Ça, c'est pour les Chinois. Alors, pour la Russie, c'est totalement différent. Les Russes... D'abord, il y a deux aspects dans l'affaire russe. Bien sûr, il y a tiré parti des problèmes qu'ont les Occidentaux pour essayer de s'implanter. C'est de bonne guerre. Mais ce qu'on n'a pas voulu voir, c'est qu'en réalité, l'objectif russe, il est tout à fait différent de ce que vous pouvez penser. Quelle est la technique du groupe Wagner dont vous parliez tout à l'heure ? La véritable technique de Wagner est la suivante. Wagner va voir les dirigeants des pays, il l'a fait en Centrafrique, il l'a fait au Mali, il le fait ailleurs, et il leur dit « Vous ne pouvez pas faire confiance aux Français pour rester en place comme président,
parce qu'ils n'hésitent pas à renverser les présidents qui ne sont pas de leur tendance. Donc, faites-nous confiance, nous, on va assurer votre sécurité. C'est pas idiot, hein? Maintenant, et le deuxième volet, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'ils disent ensuite, parce que les présidents en question disent, oui, mais vous allez coûter très cher. Vous remarquez qu'on a parlé de sécurité présidentielle. Je n'ai pas parlé de sécurité contre le terrorisme ou autre. Hein? J'ai bien dit sécurité présidentielle. Et quand on dit après, quand ils disent, oui, mais combien ça va me coûter? Les Russes de Wagner disent, pas cher, on vous demande simplement de nous donner des mines d'or en exploitation. Et ils se font payer en mines d'or. Alors, ceux qui ne sauraient pas pourquoi peuvent s'imaginer en disant ce sont des mercenaires, que c'est pour se mettre dans la poche. Pas du tout. C'est parce que le président Poutine, le président russe, il y a 3-4 ans, quand il a vu ce qui se passait avec le dollar et les règles extraterritoriales du dollar et autres, a décidé, avec d'autres, de remplacer la garantie en dollars par la garantie en or. Ce qui, pour des Français, n'est pas choquant parce que, à l'époque du général de Gaulle, dans les années 60, nous avons, nous aussi, imaginé de remplacer le dollar par les talons or. On n'a pas réussi parce qu'évidemment, on a été arrêté pour ça, mais les Russes l'ont fait. Et entre parenthèses, c'est pour ça que, malgré les difficultés économiques, le rouble russe aujourd'hui a 6% de valeur en plus que lorsqu'on a débuté la guerre en Ukraine, malgré les sanctions. Le rouble, la valeur du rouble, hein, c'est pas parce que l'économie va bien ou mal, c'est parce qu'elle est adossée à de l'or. Voilà. Donc voilà l'histoire. Si Wagner, c'est la sécurité. Alors, un peu ajouté sur le Mali, mais sur d'autres pays aussi, c'est que quand il y a eu l'indépendance des pays africains, quelques pays, pas tous, quelques pays ont claqué la porte de la communauté française et ont joué d'autres cartes, en l'occurrence la carte russe. La Guinée, par exemple, le Mali, par exemple. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les officiers des armées de ces pays ont été formés à l'Académie Frunze à Moscou, puisqu'évidemment, ils ne pouvaient pas aller en France, puisqu'ils étaient brouillés avec les Français. Donc, aujourd'hui, et c'est ce qui s'est passé au Mali, en réalité, les militaires maliens connaissaient beaucoup mieux les militaires russes, parce qu'ils avaient été leurs camarades à l'école russe d'officiers, hein, ils connaissaient beaucoup mieux que les Français. Et c'est pour ça qu'il y avait toujours eu des liens, c'est en Guinée c'est pareil, il y a toujours eu des liens très forts entre les locaux et les Russes. Dans ces pays-là. Ailleurs, bien sûr que non. Ailleurs, quand les officiers, comme au Burkina ou ailleurs, ils ont été formés à Saint-Cyr, il est certain qu'on a des relations qui n'ont rien à voir. Alors ma question est toute simple. On voit aujourd'hui que l'Algérie et le Maroc ont exprimé leur volonté, leur disponibilité de lutter contre le terrorisme. Mais est-ce que l'Algérie mérite vraiment d'être dans le jeu, étant donné qu'ils ont un rapprochement avec l'Iran et la Russie? Est-ce que c'est pas un tout petit peu un choix qui peut bouleverser plus tard la façon dont on conçoit les partenariats en faveur de la lutte contre le terrorisme? Voilà ma question. Bon, je vais peut-être vous étonner, mais je crois que les pays occidentaux, bien sûr, luttent contre le terrorisme. Les pays qui sont concernés par le terrorisme, comme les pays africains, luttent contre le terrorisme. Mais je pense que les autres pays aussi, la Russie, la Chine, l'Algérie ou l'Iran, luttent aussi contre le terrorisme parce qu'ils n'ont aucun intérêt à avoir du terrorisme chez eux. Dans toute la difficulté pour ces pays-là, c'est qu'effectivement, à certains moments de leur histoire, ils ont utilisé des moyens terroristes pour déstabiliser des adversaires. Et souvent, d'ailleurs, dans une réponse, comme ça a été dit tout à l'heure par notre ami, la réponse du faible au fort. Il ne faut pas l'oublier. Quand vous n'avez pas d'autre solution, vous faites du terrorisme. Alors, donc, de ce côté-là, je pense que quand vous avez les Russes, par exemple, en Centrafrique ou au Mali, ils n'ont aucun intérêt
à encourager le terrorisme. Parce qu'ils risquent d'en avoir chez eux, et ils en ont souffert, vous voyez, hein. Les Iraniens, à une époque, ont encouragé le terrorisme, on le sait bien, mais depuis, ils ont eu aussi des attentats chez eux terroristes sévères, ne serait-ce que la chasse aux gens qui font le nucléaire, les attentats contre les ingénieurs qui font du nucléaire. Bon, donc ils savent ce que c'est. Donc je crois qu'en réalité, tous les grands pays, actuellement, personne ne souhaite un terrorisme du type religieux ou autre, ou des variantes terroristes comme on en voit apparaître de nouveau. Parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que le terrorisme islamique est en voie de régression. Ça risque de choquer certains, mais je le pense vraiment. Hein. Mais je pense qu'il y a d'autres risques terroristes sociétaux qui sont en train d'émerger et qui pourraient nous créer de très mauvaises surprises. Parce que c'est toujours la même histoire, c'est quand une partie de la population, une minorité, sent qu'elle n'est pas écoutée et qu'elle ne peut pas s'exprimer, la seule solution qui lui reste, c'est celui-là. Alors je ne dis pas qu'il faut l'encourager, bien au contraire, il faut prendre toutes les mesures par anticipation pour éviter qu'on aille trop loin et qu'il y ait une bascule vers le terrorisme. Le fait de menacer, comme ça a été dit d'ailleurs, pour l'armée française au Mali, mais c'est la même chose. Lutter contre, éradiquer, si vous voulez, les groupes terroristes, c'est bien, mais si vous n'apportez pas à côté la solution au vrai problème que j'ai essayé de vous expliquer, qui était le problème du Sud et du Nord, ben, tant que vous faites pas ça, ça sert à rien de faire la guerre. Vous voyez, c'est ça. Thank you, Mr. Chair. I'll be speaking in English, making first few comments and then 2 questions addressed to the speakers. One of the biggest methodological issues that we are facing in the academia is this reductionist labeling. We talk about the Sahel and directly terrorism, although, and I think we should instead talk about the Sahel and Sahara region and insecurity that englobes terrorism, organized crime, and separatism. In the Sahel and Sahara region, there are 3 agendas overlapping. 1, the agenda of terror. 2, the agenda of organized crime, these organized crime networks. And the third is of terrorism, of separatism. And this gives us the product of, for example, if we look at the Sahel and the Sahara, it's marked by 2 challenges now. One is weak jurisdiction. And the second is weak central governments. And I give the example of Algeria and Mali. Algeria is hosting camps introduced to the external world as refugee camps, but there is a recommendation by the United Nations Human Rights Committee talking about a devolution, a de facto devolution of authority from the host country to a non-state armed group. This devolution of authority creates a context wherein camps that host civilians and armed members is becoming a recruitment reservoir. And the example of Abu Adnan Walid al-Sahrawi summarized all the story. Don't you think now that European engagement with the southern Mediterranean should really refashion or reconsider this across the Mediterranean partnerships? And among the errors, and here I am addressing my question to Mr. Juillet, among the errors committed so far, is first that we feel that especially with the French engagement in the Sahel and Sahara, there is this pragmatic bilateralism in building partnerships with individual countries, and there is some kind of much securitization and ignoring the local expectations from this traditional partner, which is France. Now, we are witnessing this decline of France and this rising profile of Russia due to many reasons. For example, and I talked about jurisdiction and the weakness of central governments. Don't you think that Europeans now should put an end to this double standard, bilateral cooperation with the Southern Mediterranean and put pressure on countries to assume the responsibility with regard to international law and help these countries do their homework with regard to the same engagements under international law? Thank you very much. Well, normally I speak in French, but for you I can speak in English or in Spanish if you want, because as you know, for the Sahara,
Occidental Sahara, before it was Ifni, and Ifni was in Spanish territory. ¿Ok? So, yo puedo hablar en español con usted porque cuando hablo con los tuareg de la zona, los Regibat, hablo en español mucho más fácil para mí que hablar en francés o en inglés. ¿De acuerdo? Now, to give you the answer. No, but to give you the answer, because it's necessary to remember all the story. No, just. You ask me a question, okay? The problem, I think that there is a big difference between the West Sahara story and what we are speaking today. Because in this area is not terrorism. It's a fight between two groups of people who think that the area is their own territory. It's not the same. They don't practice terrorism. They are fighting through a war. When you see the operation made in the area, it's always war operations. Clear. With a small group, Sahrawi, and a big group, Moroccan army, but for both, it's a war. So I think it's difficult it's not possible to challenge one with the other, okay? Now, moreover, when you look at the history, as you have seen before, you know, I'm interested by the history because I think that you can find in the history the fact who help you to understand the reality of today. When you look at the history, you see that 1,000 years ago, there was a kingdom going from the Mediterranean Sea to Senegal, the Fez kingdom, okay? After, all this area have been splitted. And today, for me, the question mark is to know is who is the real historical owner of the area. Is it Mauritania? Because the tribes of Mauritania, the Regibat and others, were in all the area. So they can say, that's our territory. If you look at the Moroccan vision, they say, oh, we are the son, you know, of the first kingdom, so that's for us. And from the Sahrawi, who are on the other side, in Algeria, they say, oh, we have been occupying all this area for a long time, so it's for us. I think the reality is that no one have a serious reason to say, that's my property. So it's necessary to discuss all together. But I say all together, to look what is possible to do for the future. Is it an autonomy of the area in order to calm everything, you know, and to stop, you know, the fights between some parts of these people? Or is it necessary to find another way? I don't know. I have no idea about it. But I'm convinced that if we follow as we are today, each one saying without hearing the others, I'm right, it will be impossible to find the good solution. So it's a matter of time, and it's a matter of intelligence between all the adversaries in the area. Well, that's my answer. I don't know if I'm giving you the right answer, but that's my answer. Oui, bonjour, Jean Musier, journaliste. Moi, je remarque dans tout ce que vous avez dit dans vos interventions qu'il y a une question un peu fondamentale, c'est, je dirais, la question Touareg. Parce qu'en fait, quand on parle de la question kurde, qui en fait est développée sur plusieurs pays, ça fait fort longtemps que cette question, elle est latente, y compris Kadhafi l'avait d'ailleurs fort bien comprise dans ses choix. Alors, la question est de savoir qui vraiment veut aborder cette question au niveau politique et au niveau international. Parce que dans le fond, si cette question était déjà, je n'ai pas résolue, mais abordée,
il y a visiblement un terreau extraordinaire qui est utilisé et qui a fait exploiter à travers ce déficit, je veux dire, de reconnaissance. Merci beaucoup. Je suis le grand Sakonais. Je voulais vous poser la question suivante. 3 petites questions. Première question, pourquoi l'OTAN a renversé Kadhafi? Première question. Pourquoi la France et la Grande-Bretagne, pour l'intermédiaire de l'OTAN, vous avez renversé Kadhafi? Ça, c'est la première question. Deuxième question, pourquoi vous avez oublié de parler de l'Organisation internationale sahélo-sahélienne, qui est une organisation qui avait fait la synthèse des inimitiés entre les Arabes, les Sahel et les Noirs. C'était une organisation qui fonctionnait très bien. Organisation sahélo-sahélienne. Voilà, merci. Oui. Bon, ça va aller très vite, on va aller très vite. On va aller très vite. Alors, madame, en ce qui concerne l'armement, les groupes terroristes, pendant de nombreuses années, ont vécu sur les rançons qui étaient payées par les États ou par des sociétés pour pouvoir faire libérer les otages. Un otage, ça vaut très cher. Hein? Moi, j'ai connu une époque où ça valait pas cher. Mettez l'équivalent de, je sais pas moi, de vous donner 100 000 euros. Hein? Aujourd'hui, on parle de millions. Et il est évident que quand vous récupérez des sommes d'argent importantes, vous pouvez acheter du matériel. Alors bien sûr, il y a des trafiquants. Ne croyez pas que les trafiquants, il n'y a que des États. Il y a plein d'organisations qui vendent des armes, de même qu'elles vendent de la drogue, de même, n'oubliez pas qu'il y a des mafias. Hein? Il y a des mafias, il y a des gens qui font du trafic dans tous les sens, en Europe comme ailleurs. Hein? Je ne veux pas être méchant, mais si vous allez au Kosovo, vous verrez que le trafic d'armes, c'est comme ailleurs la vente d'aspirine. Hein? Et il n'y a pas que le trafic d'armes. Hein? Le deuxième question, c'était sur les Touaregs. Alors, oui, la question Touareg au sud, dans le Sahel, au nord de la zone sahélienne, si vous voulez, empoisonne tout le monde depuis très longtemps. En réalité, au moment de la décolonisation, au moment de l'indépendance, si vous voulez, de l'Algérie, de tous les pays du nord, du Maghreb, il y avait la solution. Il n'y avait pas de frontière au sud. On pouvait mettre la frontière où on voulait. On aurait pu la mettre beaucoup plus haut. Bon, elle n'a pas été mise beaucoup plus haut pour des tas de raisons stratégiques, politiques, économiques, il y a eu plein de choses. Et la frontière telle qu'elle a été mise, derrière se sont retrouvés les Touaregs qui ont été rattachés, qui voulaient à l'époque une indépendance. Hein, le chef de l'époque des Touaregs, l'Aménokal, voulait l'indépendance. Les tribus Touaregs, les différents types de tribus voulaient l'indépendance. On ne l'a pas donné et on a artificiellement mis une frontière qui met la plupart, pas tous, parce qu'il y en a aussi en Algérie, hein, et au sud, vous avez, mais il y a la plupart sont au Mali, on les retrouve au Mali, on les retrouve au Niger, on les retrouve partout, sous des appellations différentes selon les ethnies autres, mais c'est le même principe, si vous voulez. Bon, donc ça existe et il faudra un jour, tôt ou tard, que les gens règlent le problème. Je vous disais tout à l'heure que le Niger a essayé de régler le problème pas si mal que ça. C'est le seul qui a vraiment essayé de régler le problème. Aujourd'hui, le Tchad est en train d'essayer de régler le problème. Au Mali, on n'y est toujours pas arrivé. Mais peut-être qu'actuellement, il y a des efforts qui sont faits. Vous compariez avec les Kurdes, c'est extrêmement intéressant, votre comparaison, effectivement, parce que les Kurdes, c'est un peu le même problème. C'est nous qui avons découpé la zone du Kurdistan, la réelle zone du Kurdistan, on l'a découpée en plusieurs morceaux, avec un morceau en Turquie, un morceau en Irak, un morceau en Syrie, et depuis, ces gens-là, ils essaient chacun de gagner une sorte d'indépendance. Hein, souvenez-vous. Alors, en Irak, ça a été facile, parce qu'avec la grande histoire de Saddam Hussein, en force, ils ont récupéré leur partie au nord de l'Irak. Hein. Avec la Turquie, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec le président Erdogan, ça ne se passe pas bien, hein, et depuis longtemps. Et en Syrie, il y a actuellement, ils ont demandé, quand ils ont vu ce qui se passe, ils ont demandé à Bachar el-Assad de leur donner les 30 kilomètres le long de la frontière turque, hein, les 30 kilomètres pour être comme zone kurde, et de le garantir. Et Bachar a refusé,
Parce qu'il dit, c'est pas mon intérêt d'avoir des gens qui ont fait la guerre contre moi avec les Américains depuis le début. Donc il dit, si vous voulez revenir, vous êtes citoyen syrien, mais aucun avantage. Donc on voit bien que, si vous voulez, ces populations, quand les frontières ont coupé une zone en plusieurs morceaux, ça pose plein de problèmes aux populations qui s'y trouvent. Et il faudra bien un jour résoudre le problème. Mais comment, regardez le coup des Kurdes, comment résoudre un problème? Vous n'allez pas dire à la Turquie, je vous enlève un morceau, à la Syrie, je vous enlève un morceau, c'est insupportable. Ben voilà, donc c'est pas possible. Et pour les Touaregs, c'est le problème. Donc, le seul problème pourrait être effectivement ce que je vous disais, en tout cas pour l'Azawad, comme on dit pour la question Touareg, c'est d'imaginer une forme d'autonomie. Et c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure à monsieur concernant le Sahara occidental, que, en tout cas, je crois que la solution, elle passe aussi par une négociation, et que cette négociation doit amener à une forme d'autonomie. Or, je ne suis pas sûr, pour être très clair, que l'autonomie soit souhaitée par tout le monde, parce que ce que veut l'Algérie qui soutient le Sahraoui, c'est l'accès à la mer. Et s'il y a un pays qui est autonome, eh ben, il n'y a pas d'accès à la mer qui est garanti. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas prêt d'arriver au bout de la solution. Pour la dernière question que vous avez posée, j'ai cité, monsieur, l'Organisation de l'Union africaine, parce que, comme ça a été rappelé par mon collègue tout à l'heure, en Mali, il n'y a pas que les Français, les Tchadiens et les Maliens. Il y a l'armée de tous les pays, de la plupart des pays de l'Organisation de l'Union africaine qui sont venus pour aider justement à trouver une solution. Parce que, à l'évidence, les armées de l'Union africaine doivent contribuer, et maintenant j'espère d'ailleurs qu'elles vont contribuer toutes seules, parce qu'à mon avis c'est ça la solution, il faut qu'elles contribuent toutes seules à aider les pays en difficulté dans la zone, parce qu'il est quand même logique que ce soit des armées des pays de la zone qui interviennent dans la zone. Hein, ça me semble la moindre des choses. Et l'OUA a actuellement des troupes. Alors, on peut aimer ou pas aimer les Angolais, les Rwandais ou les Tchadiens, mais ce sont des vrais guerriers. Ils ont une armée qui tient la route. Donc, ils sont parfaitement capables de donner un coup de main. Ah mais ça c'est autre chose. Mais attendez, là c'est encore autre chose. Moi j'entrerai pas là-dessus. Mais là il nous faudrait 3 heures. Et comme il nous reste 5 minutes, je pense que là... Mais si ça peut vous faire plaisir, je fais partie de ceux qui en France pensent que ça a été une erreur monumentale de renverser Kadhafi. Voilà, c'est clair.